le seigneur Gasparou, quelles sont ces vertus utiles et nécessaires dans la guerre et quelles sont celles qui sont honnêtes dans la paix? Elles sont toutes bonnes et profitables, répondit le seigneur Ottaviano, parce qu'elles tendent à une bonne fin. Toutefois, dans la guerre, celle qui vaut principalement est cette vraie force qui rend le cœur exempt de passion, de manière que non seulement il ne craint pas les dangers, mais même ne s'en soucie pas. Il en va de même de la constance et de la patience, qui vont avec un cœur ferme et assuré contre tous les coups de la fortune. Il convient aussi, à la guerre et dans tous les autres temps, d'avoir toutes les vertus qui tendent à l'honnête, comme la justice, la continence, la tempérance, mais beaucoup plus en temps de paix et de tranquillité, parce que souvent les hommes qui vivent dans la prospérité et la tranquillité deviennent injustes, intempérants et se laissent corrompre par les plaisirs, quand la fortune favorable leur sourit. C'est pour ça ceux qui vivent dans cet état ont grand besoin de ces vertus, parce que le repos fait naître trop aisément de mauvaises mœurs dans les cœurs des hommes. Pour cette raison, on disait autrefois en proverbe que l'on ne doit pas laisser les cerfs en repos, et on croit que les pyramides d'Égypte furent faites pour garder occupés les peuples, parce qu'il est très profitable à chacun d'être accoutumé à supporter les fatigues. On trouve encore beaucoup d'autres vertus qui sont toutes profitables, mais ce que je dis jusqu'ici est suffisant pour l'instant, car si je pouvais enseigner à mon prince et lui donner une éducation aussi vertueuse que celle que nous avons dessinée, je croirais sans apprendre avoir très bien atteint la fin du bon courtisan. Seigneur Ottaviano, dit alors le seigneur Gasparou, puisque vous avez beaucoup loué la bonne éducation et montré presque que vous croyez qu'elle est la principale cause qui rend l'homme vertueux et bon, je voudrais savoir si l'instruction que le courtisan doit donner à son prince doit commencer par l'habitude, et pour ainsi dire les manières de tous les jours qui, sans qu'il s'en avise, la coutume à bien faire, ou si on doit commencer en lui montrant avec la raison les propriétés du bien et du mal, et en lui faisant connaître, avant qu'il se mette en chemin, quelle est la bonne voie qu'il faut suivre, et quelle est la mauvaise qu'il faut fuir. En somme, si dans son esprit on doit d'abord introduire et fonder la vertu avec la raison et l'intelligence, ou bien avec l'aptitude. Vous me faites entrer dans un trop long raisonnement, dit le seigneur Ottaviano. Néanmoins, afin de ne pas paraître me dérober en refusant de répondre à vos questions, je dirais que de la même façon que l'âme et le corps sont en nous deux choses différentes, de même aussi l'âme est divisée en deux parties, dont l'une a en soi la raison, l'autre l'appétit. De même, donc, dans la génération, le corps précède l'âme. Ainsi, la partie irrationnelle de l'âme précède la rationnelle, ce qui se constate clairement chez les petits-enfants, chez qui presque aussitôt qu'ils sont nés, l'on voit la colère et la concupiscence, la raison n'apparaissant qu'après un laps de temps. C'est pourquoi on doit prendre soin du corps avant que de l'âme, et ensuite de l'appétit, avant que de la raison, mais en prenant soin du corps par égard pour l'âme et de l'appétit par égard pour la raison. Car de même que la vertu intellective se rend parfaite grâce au savoir, de même la vertu morale se rend parfaite grâce à l'habitude. Il faut donc d'abord instruire au moyen de l'habitude qui peut gouverner les appétits encore incapables de raison, et avec ce bon usage les diriger vers le bien, puis les confirmer au moyen de l'intelligence, qui, bien qu'elle ne fasse voir sa lumière que plus tard, permet cependant de jouir plus parfaitement des vertus à celui dont l'esprit a été instruit par les habitudes dans lesquelles, à mon avis, tout consiste. Avant que vous ne passiez plus avant, dit le seigneur Gasparou, je voudrais savoir quel soin on doit avoir de son corps, puisque vous avez dit que nous devons nous soucier de celui-ci avant que de l'âme. Demandez-le, répondit le seigneur Ottaviano en riant, à ceux qui le nourrissent bien et sont gras et frais, car le mien, comme vous voyez, n'est pas trop bien soigné. Néanmoins, on pourrait parler longuement de cela aussi, et par exemple de l'âge où il convient de se marier, afin que les enfants ne soient pas trop proches ni trop éloignés de l'âge paternel, des exercices et de l'éducation qu'on doit leur donner aussitôt qu'ils sont nés, et dans le reste de leur âge, pour les rendre bien formés, florissants et gaillards. Ceux qui plairaient le plus aux femmes, répondit le seigneur Gasparou, pour faire des enfants bien formés et beaux, serait à mon avis cette communauté que Platon veut leur imposer dans sa République. Il n'est pas dans nos accords, dit madame Emilia en riant, que vous recommenciez à dire du mal des femmes. Je crois leur faire un grand honneur, répondit le seigneur Gasparou,
quand je dis qu'elle désirerait que fût introduite une coutume approuvée par un si grand homme. Voyons, dit en riant Messire César Gonzaga, si cela pourrait prendre place parmi les enseignements du seigneur Ottaviano, dont je ne sais pas s'il les a tous énoncés, et s'il serait bon que le prince en fît une loi. Le peu d'enseignements que j'ai énoncés, répondit le seigneur Ottaviano, pourrait peut-être suffire pour faire un bon prince bon, comme peuvent l'être ceux dont on a l'habitude aujourd'hui. Pourtant, si l'on voulait regarder la chose de plus près, on aurait bien davantage à dire encore, puisqu'il ne vous en coûte rien de plus que des paroles, ajouta madame la duchesse. Faites-nous savoir, je vous prie, tout ce qu'il faut selon vous enseigner à votre prince. Madame, répondit le seigneur Ottaviano, je lui enseignerai beaucoup d'autres choses pourvu que je les susse moi-même, et en particulier à choisir parmi ses sujets un certain nombre de gentilshommes des plus nobles et plus sages, avec lesquels il examinerait avec soin toutes choses, et à qui il donnerait autorité et entière licence de pouvoir lui dire, sans aucun égard, leur avis sur tout, et il se comporterait avec eux de telle manière que chacun s'aperçut qu'il voudrait savoir la vérité sur toute chose, et aurait en haine le mensonge. En outre, ce conseil des nobles, je l'inciterai à choisir dans le peuple d'autres hommes de rang inférieur qui constitueraient un conseil populaire pour débattre en commun avec le conseil des nobles des besoins de la cité, appartenant au public comme au privé. De cette manière, on ferait du prince comme étant la tête, et des nobles et des hommes du peuple comme étant les membres d'un seul corps unis ensemble, dont le gouvernement viendrait principalement du prince, bien que les autres aussi y participassent. Et ainsi cet État aurait la forme des trois bons gouvernements, qui sont la royauté, l'aristocratie et le gouvernement populaire. Ensuite, je lui montrerai que parmi les soins qui appartiennent au prince, le plus important est celui de la justice, pour la conservation de laquelle on doit choisir, pour les magistratures, les hommes sages et réputés, dont la prudence soit la vraie prudence accompagnée de la bonté, parce qu'autrement ce n'est pas de la prudence, mais de l'habileté. Et quand cette bonté manque, l'art et la subtilité des avocats, au retort, ne sont toujours rien d'autre que ruine et destruction des lois et des juges, et la faute de toutes les erreurs qu'ils commettent doit être imputée à ceux qui les ont placés dans leur charge. Je dirai comment de la justice aussi dépend cette piété envers Dieu, à laquelle tous sont obligés, et principalement les princes, qui doivent l'aimer par-dessus toute autre chose et diriger vers lui comme vers leur vraie fin toutes leurs actions, et comme dit Xénophon, l'honorer et l'aimer toujours, mais beaucoup plus quand ils sont prospères, pour pouvoir ensuite demander son aide avec une confiance plus raisonnable quand ils sont dans l'adversité, car il est impossible de bien se gouverner soi-même et de bien gouverner les autres sans l'aide de Dieu, qui envoie parfois aux bons la fortune favorable comme instrument de ses volontés et qui les soulage dans les graves dangers. Parfois, il leur envoie la mauvaise fortune pour ne pas les laisser s'endormir dans la prospérité au point de l'oublier ou d'oublier la prudence humaine qui corrige souvent la mauvaise fortune, comme le bon joueur corrige les mauvais coups de dés en menant habilement le jeu. Je n'oublierai pas aussi de rappeler au prince qu'il devrait être véritablement pieux et non superstitieux ni adonné aux vanités des incantations et des prédictions, parce qu'en ajoutant à la prudence humaine la piété divine et la vraie religion, il aurait aussi la bonne fortune et Dieu pour défenseur, ce qui accroîtrait toujours sa prospérité, et en temps de paix et en temps de guerre. Je lui dirai ensuite comment il devrait aimer sa patrie et ses peuples, en ne les tenant pas dans une trop grande servitude, pour ne pas leur devenir odieux, car c'est de là que naissent les séditions, les conspirations et mille autres maux, ni non plus dans une trop grande liberté, de peur d'être méprisé, ce qui provoque la vie licencieuse et dissolue des peuples, les pillages, les larcins, les meurtres, sans aucune crainte des lois, et souvent la ruine et la destruction totale des cités et des royaumes. Ensuite, je lui dirai comment il devrait aimer ses proches, de degré en degré, en conservant entre tous, dans certaines choses, comme la justice et la liberté, une même égalité et une raisonnable inégalité dans certaines autres, comme lorsqu'il s'agit d'être libéral, de rémunérer, de distribuer les honneurs et les dignités selon l'inégalité des mérites, qui ne doivent jamais dépasser les récompenses, mais être dépassés par elles.
Et de cette manière, il serait, je ne dis pas aimé, mais presque adoré de ses sujets. Et il n'aurait pas besoin de commettre la garde de sa vie à des étrangers, parce que les siens, dans leur propre intérêt, le garderaient, en même temps qu'ils se garderaient eux-mêmes, et chacun obéirait volontiers aux lois, quand il verrait que lui-même leur obéit, et est pour ainsi dire leur gardien, leur exécuteur incorruptible. Et de cette manière, il donnerait une opinion de lui si bien établie sur ce point, que même s'il lui arrivait parfois de les violer, en quelques endroits, chacun saurait qu'il le ferait pour une bonne fin, et on aurait pour sa volonté le même respect et la même révérence que l'on aurait pour ses lois. Et de cette manière, les cœurs des citoyens seraient si bien réglés que les bons ne chercheraient pas à avoir plus que ce dont ils auraient besoin, et les méchants ne le pourraient pas. Car souvent les richesses excessives sont cause de grandes ruines, comme on l'a vu dans la pauvre Italie, qui a été et est toujours une proie livrée aux nations étrangères, aussi bien à cause du mauvais gouvernement qu'à cause des grandes richesses dont elle est pleine. C'est pourquoi il serait bon que la majeure partie des citoyens ne fût ni très riches ni très pauvres, parce que ceux qui sont trop riches deviennent souvent insolents et téméraires, et les pauvres vides et malhonnêtes. Mais ceux qui sont au milieu ne cherchent pas à tromper les autres, et vivent dans l'assurance de n'être pas trompés. Et comme ces gens moyens sont les plus nombreux, ils sont aussi les plus puissants, et par conséquent, ni les pauvres ni les riches ne peuvent conspirer contre le prince ou contre d'autres, ni promouvoir des séditions. De là vient que pour éviter ce mal, il est très salutaire de maintenir généralement la médiocrité. Je conseillerais donc d'employer ces remèdes opportuns et d'autres encore afin que dans l'esprit des sujets ne naquît point le désir de choses nouvelles et de changement de l'état, ce qu'ils font le plus souvent, soit par l'appât du gain, soit parce qu'ils espèrent des honneurs, soit parce qu'ils craignent des pertes ou de la honte. Et ces mouvements sont engendrés dans leur cœur, parfois par la haine et le mépris qui les poussent au désespoir, à cause des torts et des offenses qu'ils subissent du fait de la cupidité, de l'orgueil et de la cruauté, ou de la luxure des supérieurs, et parfois du dédain qui naît de la négligence, de la pusillanimité et de l'incapacité des princes. On doit remédier à ces deux erreurs en acquérant de ces peuples l'amour et l'autorité, ce qui se fait en récompensant et honorant les bons, et en prenant des mesures prudentes, et parfois sévères, afin que les méchants et les séditieux ne deviennent pas puissants, car la chose est plus facile à empêcher avant qu'ils ne le soient devenus, que de leur enlever leur force après qu'ils les ont acquises. Et je dirais que pour empêcher les peuples de tomber dans ces erreurs, il n'y a pas de meilleur moyen que de les garder des mauvaises habitudes, et principalement de celles qui se développent peu à peu, parce que ce sont des infections secrètes qui corrompent les cités, avant que l'on ne puisse y remédier, voire même avant que l'on ne s'en avise. Par de tels moyens, j'exhorterai le prince à s'efforcer de conserver ses sujets dans un état tranquille, et de leur donner les biens et l'esprit du corps et de la fortune, mais ceux du corps et de la fortune, pour qu'ils puissent jouir de ceux de l'esprit, qui sont d'autant plus utiles qu'ils sont plus grands et abondants, ce qui n'advient pas de ceux du corps et de la fortune. Si donc les sujets étaient bons, valeureux et bien dirigés vers la fin que représente le bonheur, ce prince serait un très grand seigneur, parce que c'est un véritable et grand pouvoir que celui sous lequel les sujets sont bons, bien gouvernés et bien commandés. Je pense, dit alors le seigneur Gasparot, que ce serait un bien petit seigneur que celui sous lequel tous les sujets seraient bons, parce qu'en tout lieu les hommes bons sont peu nombreux. Si quelque Circé, répondit le seigneur Ottaviano, changeait en bête tous les sujets du roi de France, ne vous semblerait-il pas être un petit seigneur, encore qu'il régnât sur tant de milliers d'animaux? Et au contraire, si seulement les troupeaux qui vont paître sur nos montagnes devenaient des hommes sages et des valeureux chevaliers, n'estimeriez-vous pas, paissant sur nos montagnes, devenaient des hommes sages et de valeureux chevaliers, n'estimeriez-vous pas que les bergers qui les gouverneraient et auxquels ils obéiraient de bergers seraient devenus grands seigneurs? Vous voyez donc que ce n'est pas la multitude des sujets, mais leur valeur qui fait grand les princes. Madame la duchesse, Madame Emilia et tous les autres étaient demeurés longtemps attentifs au discours du signor Ottaviano, mais quand ce dernier fit une petite pause, comme s'il avait mis fin à son propos, messire César Gonzaga dit « Vraiment, signor Ottaviano,
On ne saurait dire que vos leçons ne soient pas bonnes et profitables. Néanmoins, je pense que si vous fourniez grâce à elles votre prince, vous mériteriez plutôt le nom de bon maître d'école que celui de bon courtisan, et lui plutôt celui de bon gouverneur que de grand prince. Je ne veux pas dire que le souci des seigneurs ne doit pas être que leur peuple soit bien dirigé par la justice et les bonnes habitudes, mais il me semble cependant qu'il leur suffit de choisir de bons ministres pour exécuter ce genre de choses, et que leur véritable charge est ensuite beaucoup plus élevée. C'est pourquoi, si je sentais que j'étais cet excellent courtisan que ces seigneurs ont formé, et que j'avais la faveur de mon prince, il est certain que je ne le pousserais jamais à aucune action mauvaise. Mais pour parvenir à cette bonne fin que vous dites, et je vous approuve, devoir être le fruit des peines et des actions du courtisan, je chercherai à imprimer dans son cœur une certaine grandeur, avec une splendeur royale, une promptitude d'esprit et une valeur invincible dans les armes, qui le ferait aimer et révéré de tous, de sorte que pour cette raison principalement, il fut renommé et célèbre dans le monde. Je dirais aussi qu'il devrait accompagner sa grandeur d'une mansuétude familière, d'une humanité douce et aimable, et d'une bonne manière de caresser avec discernement ses sujets et les étrangers plus ou moins, selon leur mérite, en conservant pourtant toujours la majesté qui convient à son rang, afin qu'il ne laisse en aucun point diminuer son autorité en s'abaissant trop, et qu'il ne suscite pas non plus contre lui la haine en étant d'une sévérité trop rigoureuse. Il devrait également être très libéral et magnifique, et donner à chacun sans réserve, parce que Dieu, comme on dit, est le trésorier des princes libéraux, faire des banquets magnifiques, des fêtes, des jeux, des spectacles publics, avoir un grand nombre de chevaux excellents pour l'utilité dans la guerre et pour le plaisir dans la paix, des faucons, des chiens et toutes les autres choses qui appartiennent au plaisir des grands seigneurs et des peuples. C'est ce que nous avons vu faire au seigneur Francesco Gonzaga, marquis de Mantoue, qui dans ces choses semble plutôt roi d'Italie que seigneur d'une cité. Francesco Gonzaga, 1466-1519, succéda à Federico Ier et fut l'époux d'Isabelle d'Este. Isabella d'Este Castiglione était entrée à son service en 1499, l'avait quitté en 1504 pour servir le duc d'Urbino et était revenu à la cour de Mantoue en 1519. Je cherchais aussi à le pousser à faire bâtir de grands édifices pour son honneur de son vivant et pour laisser un souvenir de lui à ses successeurs, comme a fait le duc Federico avec ce noble palais, et comme fait maintenant le pape Jules avec le temple de Saint-Pierre, avec cette voie qui va du palais au lieu de repos du belvédère, et avec de nombreux autres édifices, comme en faisaient aussi les anciens Romains. Ces derniers nous ont laissé tant de restes que nous pouvons voir encore à Rome, à Naples, à Puzzole, à Baies, à Civitavecchia, au port d'Anzio et hors d'Italie, et aussi hors d'Italie et dans d'autres lieux qui sont de grands témoignages de la valeur de cet esprit divin. Alexandre le Grand aussi a fait de même, lui qui, non content de la gloire qu'à bon droit il avait acquise pour avoir conquis le monde par les armes, édifia Alexandrie en Égypte, Bucéphalia en Inde et d'autres cités dans d'autres pays, et qui voulut donner une forme d'homme au mont Athos, et dans la main gauche de cet homme construire une immense ville, en creusant dans sa main droite un grand bassin dans lequel se rejoindraient tous les cours d'eau qui descendent de la montagne, et d'où ils se jetteraient ensuite dans la mer, projet véritablement grand et digne d'Alexandre le Grand. J'estime que ce sont ces choses, Seigneur Ottaviano, qui conviennent à un noble et véritable prince, et le rendent, dans la paix et dans la guerre, très glorieux, et non de s'occuper de tous les détails, ni de combattre seulement pour dominer et vaincre ceux qui méritent d'être dominés, ou pour assurer le profit des sujets, ou pour ôter le gouvernement à ceux qui gouvernent mal. Car si les Romains, Alexandre, Hannibal et les autres avaient eu ces préoccupations-là, ils ne seraient pas parvenus au comble de la gloire comme ils l'ont fait.